Bon, ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans la section d'aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est la section 4.8 du livre de Physique et Sexy, le tome B, électricité et magnétisme. Donc voilà, la section 4.8, ça s'appelle le champ magnétique généré par une boucle de courant. Et ça, c'est ce qu'on va voir là, dans la section. On va développer deux formules qu'on va expliquer là, et démontrer dans quelques minutes. Donc, juste un petit rappel de ce qu'on avait vu dans les dernières sections. Okay? À la section 4.6, on a vu que quand il y avait un courant électrique qui circulait dans un fil électrique, ça allait produire autour de ce fil électrique-là un champ magnétique. Okay? On a vu ça dans la section 4.6, c'était pour un fil qui était droit. Okay? Mais évidemment, que le fil soit droit ou qu'il soit courbé, ou en fait peu importe la forme que va avoir le fil, l'idée générale de la section 4.6, c'était que dès qu'il y a un courant qui circule dans un fil électrique, ça va produire du champ magnétique. Okay? Fait que vous ne serez pas surpris d'apprendre que si vous avez un fil qui est recourbé de manière à former un anneau, c'est sûr que s'il y a du courant électrique qui passe dans ce fil-là qui est recourbé, bien évidemment, ça va produire du champ magnétique aussi. Okay. C'est sûr que c'est peut-être un peu plus facile à concevoir là, et à conceptualiser quand on a un fil qui est droit. Okay. Quand on a un fil qui est courbé, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué, mais on s'en doute, c'est sûr que ça va générer un champ magnétique. C'est ce qu'on voit aujourd'hui à la section 4.8. Okay. C'est ça, donc comment on peut faire pour déterminer, disons juste, le sens du champ magnétique? Dans quelle direction va pointer le champ magnétique qui va être créé au centre de notre anneau? Okay, de l'anneau, on peut appeler ça une boucle de courant aussi. Donc vous avez du courant qui va tourner, qui va faire une espèce de boucle. Okay. Et ce serait quoi, dans quel sens va pointer le champ magnétique là, qui est produit au centre de notre boucle? Ben, on sait que quand du courant circule comme ça, okay, ça fait des lignes de champ magnétique qui vont tourner autour du fil. Okay. Et pour savoir dans quelle direction ces lignes de champ magnétique-là vont tourner, on effectue la règle de la main droite. On prend notre pouce, on pointe le pouce dans le sens du courant et le sens dans lequel nos doigts vont se replier va nous indiquer le sens d'enroulement du champ magnétique. Okay. Fait qu'une des choses qu'on peut faire, c'est que si on prend notre anneau, ici, notre boucle de courant, et on divise ça en plein de petits morceaux, en plein de petits morceaux de fil droit, puis qu'on regarde chacun de ces petits morceaux de fil droit là, qui transportent un courant, va générer un champ magnétique dans quelle direction. Si on fait ça avec la règle de la main droite, on va se rendre compte qu'au centre de notre bobine, là, de notre boucle de courant, c'est toujours du champ magnétique qui va sortir de l'écran si le courant circule comme ça dans le sens anti-horaire. Donc si on commence avec l'élément du bas, là, le courant va vers la droite, on fait notre règle de la main droite, ça fait du champ magnétique qui sort quand on est au centre de la bobine. Ici, ça fait aussi du champ magnétique qui sort au centre de la bobine. Pour l'élément qui est en haut, ça fait encore du champ magnétique qui sort au centre de la bobine. Et finalement, l'élément qui est à gauche, ça fait encore du champ magnétique qui sort au centre de notre bobine ou de notre boucle de courant. Okay? Donc ça, c'est une façon de le faire. Okay? Cette version-là de la règle de la main droite, on l'appelle pouce I, doigt B. Okay? Parce qu'on pointe notre pouce dans le sens du courant électrique et le sens de nos doigts là, va nous indiquer le sens d'enroulement des lignes de champ magnétique. Fait qu'on peut faire cette version-là, okay? Mais pour les boucles de courant, pour les anneaux, pour les solénoïdes aussi qu'on verra à la section 4.9, il y a une façon peut-être un peu plus rapide. C'est la règle de la main droite qu'on appelle doigt I, pouce B. Okay? Donc c'est un peu le contraire de ça. C'est que ça dit vous prenez vos doigts et avec vos doigts, vous regardez dans quel sens le courant circule dans votre boucle de courant et avec vos doigts, vous reproduisez le sens d'enroulement du courant et à ce moment-là, c'est votre pouce qui va vous indiquer dans quelle direction va pointer le champ magnétique. Donc ici, si le courant tourne dans cette direction-là, avec votre main droite, vous reproduisez là, avec vos doigts le sens d'enroulement du courant et quand vos doigts reproduisent correctement là, le sens d'enroulement du courant, votre pouce lui va vous indiquer dans quel sens va pointer le vecteur champ magnétique qui se trouve au centre de votre boucle de courant. Okay? Donc c'est une autre façon de déterminer là, qu'au centre de l'anneau ici, le champ magnétique va pointer vers le haut. Okay? Donc les deux façons qu'on a vues, okay, c'est deux manières différentes de comprendre un petit peu ce qui se passait au centre de l'anneau, mais le champ magnétique, il n'y en a pas juste au centre de l'anneau, il y en a un peu partout autour. Rappelez-vous qu'en général, là, les lignes de champ magnétique vont avoir tendance à tourner autour des courants électriques. Donc en fait, ici, si on résume tout, là, ça ressemblerait à peu près à ça. Okay, vous avez votre anneau,
votre boucle de courant, avec du courant qui circule là, dans cet exemple-ci, dans cette direction-là. Nous, ce qu'on a fait tout à l'heure avec ces deux versions-là différentes, là, de deux façons de comprendre, on s'est rendu compte qu'au centre de notre anneau, le champ magnétique, le vecteur champ magnétique allait pointer vers le haut. Mais en fait, les lignes de champ magnétique vont tourner comme ça autour là, de notre fil électrique. Okay. Et c'est ça, fait qu'on pourrait dire que du champ magnétique, quand on va être au centre de l'anneau, le champ magnétique va aller vers le haut. Puis en fait, les lignes de champ magnétique vont tourner comme ça. Okay. Fait qu'ils vont comme sortir de l'anneau, faire le tour et rentrer par en dessous. Mais quand on est au centre de notre anneau, le champ magnétique va pointer vers le haut. Okay. Voilà. Donc, on sait qualitativement à quoi vont ressembler les lignes de champ. On sait à peu près dans quelle direction ils vont pointer, dans quelle direction elles vont s'enrouler. Okay. Mais évidemment, nous, on veut être capable d'aller calculer ça plus exactement avec des vrais chiffres, là, trouver exactement combien de Tesla va avoir notre champ magnétique. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que on va utiliser la loi de Biot-Savart. La loi de Biot-Savart, c'est ce qu'on avait vu là, à la dernière section, à la section 4.7. Okay, c'est bien ça, la loi de Biot-Savart, section 4.7. Et la loi de Biot-Savart, rappelez-vous, ce que ça nous disait, c'est que si vous avez un petit élément de fil, très très court, un élément infinitésimal qui mesure là, une longueur dl, ben on sait que cet élément infinitésimal dl là va produire un élément infinitésimal de champ magnétique. Okay. Si on connaît la distance r à laquelle on se trouve de ce petit élément dl là et l'angle θ qui est formé, on est capable d'appliquer la formule ici, ça nous donne l'élément infinitésimal de champ magnétique. Okay. Encore une fois, les lignes de champ magnétique vont avoir tendance à tourner là, autour de ce petit élément de fil-là. Ce qui fait que, par exemple, si le courant va vers le haut, là, puis qu'on applique la règle de la main droite, on met notre pouce vers le haut, on fait tourner nos doigts, puis on se rend compte que quand on va être à gauche de notre fil, les lignes de champ magnétique vont sortir de l'écran, puis quand on va arriver à droite de notre fil, les lignes de champ magnétique vont entrer dans l'écran. Okay. Donc, en utilisant tout ce qu'on connaît, la loi de Biot-Savart, on revient ici à la situation 2 là, de la section 4.8, puis on dit notre anneau, avec un courant qui circule là, dans le sens anti-horaire, dans cet exemple-ci, ben, on va prendre notre anneau et on va, dans notre tête, le diviser en plein de petits morceaux de fil. Et on va supposer que chaque petit morceau de fil, c'est un petit élément infinitésimal de longueur, dl. Okay? Et on va venir calculer chaque petit élément dl, quel élément de champ magnétique dB ça va produire au centre ici. Okay? Donc, ce qu'il faut réaliser, c'est que pour appliquer la loi de Biot-Savart, il faut connaître l'angle θ et la distance r. Okay. Ici, l'angle θ, ça va être égal à 90 degrés pour tous les petits morceaux de fil. Parce que l'angle θ, rappelez-vous, c'est l'angle qu'il y a entre l'axe du fil et le point P qui nous intéresse. Okay. Donc, si vous étiez placé, par exemple, directement devant le fil, ça correspond à l'angle θ est égal à 0 degré. Si vous étiez directement derrière le fil, ce serait θ est égal à 180 degrés. Okay. Et si on est exactement à gauche ou à droite, à gauche du fil, mettons, ce serait θ égal à 90 degrés. Okay. Nous, c'est exactement ça qu'on a ici, parce que, ici, je veux dire, chaque petit élément, mettons que le courant s'en va vers la droite, là. Donc ça ici, à droite, ce serait θ égal à 0 degrés. Et nous, on est à 90 degrés de ça pour aller... Nous, on veut calculer le champ magnétique au point central. Okay? Donc, on est toujours là pour des angles égales à 90 degrés, comme on le voit ici. Okay? Et la distance R, qui est la distance entre votre élément là, infinitésimal dl et le point qui vous intéresse, ben nous, cette distance R-là va toujours être égale au rayon de notre boucle. Okay. C'est vrai pour cet élément dl-là, mais c'est vrai pour n'importe quel élément. Okay. Si on prend l'élément qui est ici, cet élément-là qu'on suppose qu'il mesure dl, là, il y a un courant I qui va vers le haut. Donc l'angle θ, là, 0 degré, ce serait ici. Puis encore, nous, le point qui nous intéresse, il est là. Donc il est toujours à 90 degrés. Donc encore une fois, ça veut dire que θ est toujours égal à 90 degrés dans la loi de Biot-Savart. Puis la distance R qui est entre l'élément infinitésimal dl puis le point qui nous intéresse, qui est le point central, c'est encore une fois le rayon de l'anneau. Okay? Fait que le rayon va toujours être égal au rayon de l'anneau. Fait qu'avec ça, vous allez voir que après ça, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire une intégrale. C'est-à-dire là qu'on va intégrer la somme de tous les éléments dB qui sont produits ici au centre. Puis l'intégrale de ça va nous donner ce qu'on a. Mais à cause de ça ici,
vous allez voir que l'intégrale va être très simple. Parce que c'est ça. Fait qu'on dit l'élément dB, donc l'élément infinitésimal de champ magnétique qui est produit par un élément dl. Ben c'est ça ici. C'est la loi de Biot-Savart. Mais comme je viens d'expliquer, l'angle θ va être égal à 90 degrés pour tous les éléments dl. Et la distance r va être égale directement au rayon de notre boucle de courant pour tous les éléments dB. Okay. Donc si on écrit l'équation de Biot-Savart, qui est ça ici, mais on sait que l'angle θ va être égal à 90 degrés tout le temps. Sin de 90 degrés, ça donne 1. Donc on aurait juste comme un fois 1 ici, qu'on n'a même pas écrit parce que c'est fois 1. Et la distance r, on la remplace par le rayon de notre anneau. Okay. Donc ça va être l'élément infinitésimal de champ magnétique qui est produit au centre. Okay. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut calculer le champ magnétique total qui est produit au centre de notre anneau. Donc on va devoir intégrer tous les éléments dB. Donc c'est comme si on divisait là, notre anneau en plein de petits éléments dl, puis on va additionner la contribution de chacun de ces éléments-là. Okay. Fait que c'est ça qu'on va intégrer. Okay. Intégrer ça, c'est très simple parce que ici, là, tout est constant. Mu0, I, c'est le courant qui voyage dans notre anneau. Donc ici, on supposait qu'on avait un courant I, mais c'est le même partout, fait que c'est une constante. Sur 4pi r carré. En théorie, R pourrait changer, mais pas dans cette situation-là, parce que R est toujours égal au rayon de la boucle de courant pour n'importe quel élément dl. Fait que R, c'est juste une constante. Fait qu'on peut tout sortir de l'intégrale. Et la seule chose qui reste à intégrer, c'est dl. Mais on a dit qu'on allait intégrer tous les éléments de l'anneau. Okay. Fait que ce qui nous reste ici, c'est juste l'intégrale de dl. Mais l'intégrale de dl, ça veut dire quoi? Si on additionne ensemble toutes les dl, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner juste la longueur totale de notre anneau. C'est quoi la longueur totale de notre anneau? Ben, c'est la circonférence. La circonférence d'un cercle de rayon r, c'est juste 2πr. Okay. Donc, notre intégrale, c'est juste ça que ça donne. Okay. L'intégrale de tous les éléments dl, ben, ça donne la longueur de l'anneau qui est égale à 2πr. Okay. Et ici, on multiplie ça tous ensemble. Donc, les R vont se simplifier, les 2π, les 4π, ça va se simplifier un petit peu. Okay. Et ce que ça va donner, c'est la formule que vous avez ici, qui est une des équations là, de la section 4.8. Okay. Et ça dit que c'est le module du champ magnétique qui est généré par une boucle de courant en son centre. Donc, c'est bien ça qu'on vient de calculer. C'est vraiment le champ magnétique total qui est produit à un point qu'on a d'ailleurs appelé le point C. Hein, C pour le centre. Okay. Fait que dès que vous avez une boucle de courant comme ça, si vous connaissez le courant là, en ampères qui circule dans cette boucle-là et que vous connaissez le rayon en mètres là, de votre anneau, vous pouvez calculer tout de suite le module du champ magnétique en Tesla qu'il va avoir au centre de l'anneau. Okay. Ensuite de ça, il vous reste seulement à faire la règle à main droite là, pour trouver dans quel sens va pointer le champ magnétique. C'est sûr que votre champ magnétique va être perpendiculaire au plan formé par votre anneau, mais est-ce qu'il va... vous avez comme deux possibilités. Soit il va sortir de l'écran ou entrer dans l'écran. Ça, c'est la règle à main droite qui va vous le dire. Cette formule-là, ça ne vous dit pas dans quelle direction le champ magnétique va pointer. Ça fait juste vous donner le module du champ magnétique. Mais ça va vous donner le nombre de Tesla que votre champ magnétique va avoir. Okay. Ça fait que vous êtes rendu compte que, bon, ça avait l'air... Ça faisait peur au début quand on regardait ça, on va faire une intégrale de toute cette formule-là, mais finalement, vous en êtes rendu compte que c'était très simple. Hein. Une fois tous les termes constants sortis, ben, l'intégrale, elle se faisait très facilement. Okay. Cette équation-là, c'est vraiment là, le champ magnétique pour un point qui est situé au centre de l'anneau. Okay. Mais on est capable de faire on est capable de faire mieux que ça, hein, d'aller un petit peu plus loin. C'est qu'on va être capable de calculer le champ magnétique produit par une boucle de courant. Pas seulement en un point qui est situé vraiment au centre de l'anneau. En fait, on est capable de le faire assez facilement pour n'importe quel point P qui est situé par un axe qui passe par le centre de l'anneau et qui est perpendiculaire là, au plan de l'anneau. Okay. Donc, imaginez que vous avez une ligne comme ça qui passe par le centre et qui est perpendiculaire au plan de votre anneau. Et imaginez un point P qui est situé le long de cette ligne-là. Okay. Si on voulait calculer le module, le champ magnétique total produit à ce point-là, encore une fois, on prendrait notre anneau, on le diviserait là, en plein de petits éléments qui mesurent chacun dl, puis on regarderait chaque petit élément dl, qu'est-ce que ça va produire comme champ magnétique ici, et il faudrait additionner tout ça ensemble. Okay. Ici, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça se fait quand même. Okay, c'est pas si compliqué que ça. Ce qui arrive, c'est que si vous regardez qu'est-ce que chaque élément dl va produire comme champ magnétique ici au point P. Prenons par exemple l'élément ici, l'élément de courant I1.
OK? Donc ici, on est en perspective, fait qu'on imagine que quand on arrive au petit bout ici qui mesure des L, le courant I1, il entre dans l'écran. OK? Et avec la règle de la main droite, là, si vous faites pointer votre pouce, si vous faites comme rentrer votre pouce dans l'écran, vous allez voir que ça va faire des champs magnétiques là, qui vont tourner comme ça, dans le sens, dans le sens horaire, autour là, de votre courant I1. Okay? Et en particulier, là, si on continue à agrandir les cercles comme ça, vous auriez là, une espèce de cercle là, qui passerait, qui ressemblerait à quelque chose comme ça, okay? Qui fait le tour là, du fil I1. Et on sait qu'à un certain point P, le vecteur champ magnétique est toujours tangent à ce cercle-là. Donc le vecteur champ magnétique qu'on appelle B1, là, qui serait le champ magnétique produit par le courant I1, pointerait dans cette direction-là. Fait qu'il n'est pas horizontal, il n'est pas vertical non plus, donc il pointerait un peu en diagonale. Donc, on sait que si on trace une ligne droite entre le petit morceau de courant, le fil de courant I1 et le point P, cette droite-là, c'est la distance R qu'il faudrait utiliser dans l'équation de Biot-Savart, donc comme c'est écrit ici. Et comme le champ magnétique est toujours perpendiculaire à cette ligne-là, ben, le champ magnétique est toujours tangent au cercle, ça revient à dire qu'il est perpendiculaire à cette ligne-là. C'est ça qui nous indique dans quelle direction il va pointer. Okay. Ça, c'est pour le petit vecteur B1. Si on regarde par exemple le vecteur ici, là, le petit élément de courant I3, ça c'est du courant qui sort de l'écran. Donc ça, avec la règle de la main droite, là, si vous faites sortir votre pouce de l'écran, vous allez voir que ça va faire des champs magnétiques là, qui vont tourner dans la direction anti-horaire, si vous voulez, hein, par rapport là, à notre fil de courant. Et si on augmente notre cercle, puis qu'on regarde ce qui se passe au point P, ça va vous faire un champ magnétique qui va pointer là, dans la direction ici, là, en haut à gauche. Fait que c'est pareil pour n'importe quel élément de courant qu'on va regarder ici. Fait que, je ne sais pas si vous êtes capable d'imaginer qu'est-ce que ça fait. Là, on a seulement représenté 4 vecteurs champs magnétiques. Là. Mais si on en représentait plein, qu'est-ce que ça ferait? Mais ça ferait qu'il y aurait plein de vecteurs qui pointeraient dans plein de directions. Ça formerait comme une espèce de cône, hein, avec plein de vecteurs comme ça. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que si on intègre tout ça, okay, on va se rendre compte que chaque vecteur, ici, on pourrait les décomposer en composantes X, composantes Y. Et ce qui va arriver, c'est que toutes les composantes X vont s'annuler. Hein, 2 à 2. Par exemple, si je vais juste effacer un petit peu ça pour voir un peu mieux. Si on prend par exemple le vecteur B1, là, le vecteur B1, si on le décompose en composante X, composante Y, il va avoir une composante en X comme ça, puis une composante en Y qui va être vers le haut. Si on décompose le vecteur B3 en composante X et Y, il va avoir une composante X qui va pointer vers la gauche et une composante en Y qui va pointer vers le haut. Fait que vous voyez, si on regarde le vecteur B1 et le vecteur B3, puis qu'on additionne ça ensemble, les deux composantes en X vont s'annuler parce que cette composante en X là va être positive, cette composante en X là va être négative. Donc les deux composantes en X s'annulent, mais par contre les composantes en Y vont s'additionner. Okay? C'est la même chose pour n'importe quelle paire de vecteurs là, qui proviennent de deux points qui sont diamétralement opposés au centre de l'anneau. Par exemple, le vecteur B2 et B4, encore une fois, les deux composantes en X vont s'annuler, mais les deux composantes en Y vont s'additionner. Okay. Fait qu'on le voit quand même assez bien. Là. Je ne sais pas si vous avez une bonne imagination et vous êtes capable de l'imaginer, mais quand on va additionner tous ces vecteurs-là ensemble, toutes les composantes en X vont s'annuler et il va seulement rester les composantes en Y qui, elles, vont toutes s'additionner ensemble. Okay. Fait que si on est capable de voir ça, ce qu'on va faire, c'est que quand on va faire notre intégrale, on ne va pas intégrer les composantes X et les composantes en Y. On le sait tout de suite que c'est juste les composantes en Y là, qui vont demeurer puis qui vont s'additionner. Donc, on va tout de suite décomposer le vecteur dB produit par chaque élément de courant et on va seulement conserver sa composante en Y. Ça va donc être dB fois le sinus de alpha. Donc, alpha, c'est l'angle qu'on a... on l'a appelé l'angle alpha ici. C'est l'angle qui est formé dans le triangle rectangle qu'on a là. Donc le point P, rappelez-vous, on a dit que c'était un point qui était situé là, le long d'un axe qui passe par le centre de notre anneau. Et la distance R ici, c'est la distance qu'il y a entre l'élément infinitésimal de courant et le point P qui nous intéresse. Okay? Et R majuscule, c'est le rayon de notre anneau. Là. Fait que mélangez pas R minuscule et R majuscule. Okay. L'angle alpha, on le définit comme l'angle de ce triangle rectangle-là. Et le champ magnétique, rappelez-vous, il pointe toujours à 90 degrés de la ligne R. Okay. Et comme la ligne ici, là, dans notre schéma, c'est une ligne verticale, si on trace une ligne horizontale, c'est sûr que horizontale et verticale, ça a un angle de 90 degrés entre les deux. Donc on pourrait dire par exemple que cet angle-là, ici, on l'a comme pas écrit, mais l'angle ici, ce serait égal à 90 degrés moins alpha.
Okay? Et ensuite, on dit que ça ici, c'est 90 degrés. Donc, l'angle ici, ce serait 90 degrés moins 90 moins alpha. Fait que, bref, là, ça fait que cet angle-là ici, c'est aussi égal à alpha. Okay? En tout cas, j'ai peut-être eu moyen de le démontrer plus simplement, là, mais bon, l'angle alpha est ici, c'est le même angle alpha qu'il y a là. Okay? Fait que quand on va décomposer notre vecteur dB1, puis qu'on veut conserver uniquement sa composante en y, on va donc dire que c'est dB fois le sinus de alpha. Et l'angle alpha qui est ici, c'est exactement le même angle alpha qu'il y a ici. Et c'est ça qu'on va intégrer. On va intégrer dans le fond dB fois sin de alpha. Donc, si on arrive à notre intégrale, fait qu'on part toujours de la loi de Biot-Savart. On a ça comme ça. Okay. Encore une fois, les angles sont égaux à 90 degrés pour tous les éléments dl dans la loi de Biot-Savart parce que on a notre élément de fil ici, puis le point P, il ne se trouve pas devant notre élément de fil, il ne se trouve pas derrière non plus, il se trouve exactement sur le côté. Okay. Avec un certain angle d'élévation, mais c'est quand même directement sur le côté. Fait que l'angle θ va toujours être égal à 90 degrés pour tous les éléments dB là, dans la loi de Biot-Savart. Okay. La distance r, comme tout à l'heure, ça va être une distance qui va être constante. Okay. Ce ne sera pas directement égal au rayon de notre anneau, comme c'était le cas tout à l'heure quand on avait calculé le champ magnétique au point central. Fait que ce ne sera pas égal au rayon de l'anneau, ça va être égal à quelque chose d'autre. Okay. Mais quand même, la distance r va être égale pour tous les éléments. Okay. Il n'y a pas des éléments qui vont avoir une plus longue distance r, puis des éléments dl pour lesquels il va y avoir une plus courte distance r. Tous les éléments dl vont avoir exactement la même distance r, donc on peut dire quand même que r va être une constante. Et on va pouvoir la sortir de l'intégrale tout à l'heure parce que c'est une constante. On n'aura pas besoin de l'intégrer. Okay. OK, fait qu'on part de notre équation ici de Biot-Savart et on peut remplacer θ par 90 degrés. Sin de 90 degrés, ça donne 1. Ça va nous permettre de simplifier légèrement. Okay. Maintenant, si on veut faire le lien qu'il y a entre la distance R majuscule, la distance R minuscule, puis l'angle θ ici, ben, on peut dire par exemple que si vous regardez le petit triangle rectangle qu'on a ici, là, ça c'est un angle de 90 degrés. Okay. Ben, on peut dire par exemple que la distance R ici, c'est égal à l'hypoténuse fois le sinus de alpha, parce que ce côté-là, c'est l'angle qui est opposé à notre angle. Donc, R majuscule égale à R minuscule fois le sinus de alpha. Si on isole R minuscule là-dedans, ça nous donne que R minuscule est égal à R majuscule sur sin de alpha. Okay. Donc, ça, on va s'en servir tout à l'heure quand on va substituer ici là, pour simplifier. Donc, ça, c'est une première chose. Puis, deuxième chose qu'on a dit tantôt, c'est que comme on veut conserver uniquement les composantes du champ magnétique là, qui pointent en Y, ou qu'on peut dire là, qui pointent là, de manière perpendiculaire là, au plan de notre anneau. Ça va être dB fois le sin de alpha. Okay? dB, c'est égal à ça ici. Fait que nous, c'est dB fois le sinus de alpha. On a juste multiplié ça par sin de alpha, comme vous voyez. Okay? Et là, après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on a ça ici, et on remplace le R par ce qu'on a déterminé ici. Fait qu'on a là, bon, mu0 fois i fois dl fois sin de alpha divisé par 4 fois pi fois r minuscule au carré. R minuscule, on l'a remplacé par r majuscule sur sin alpha, qu'on met au carré. Okay, donc on met ça au carré, donc vous allez vous retrouver avec un r majuscule au carré au dénominateur. Et ici, là, on a divisé par une fraction, donc ça revient à multiplier la fraction contraire. Fait que ça va vous faire monter un terme sinus carré de alpha en haut, qu'on multiplie par le sin de alpha qu'il y avait déjà ici. Donc, bref, vous allez vous retrouver avec un sin cube de alpha. Okay. Et là, on va être prêt à intégrer. Puis quand on veut intégrer ça, ben, encore une fois, ça a l'air compliqué, mais c'est toutes des constantes. Hein, ça, mu0, c'est une constante, I, c'est une constante, c'est le courant en ampères qui circule dans votre fil ici. Fait que c'est le même pour tous les éléments dl. Sur 4pi fois r carré, là, r ici, c'est juste le rayon du cercle. Fait que ça, c'est juste une constante. Sinus cube de alpha, ben, l'angle alpha, ça va être le même angle alpha pour tous les éléments dl. Hein. Tous les éléments dl vont avoir exactement le même angle alpha ici, donc c'est une constante. Encore une fois, c'est presque toutes des constantes. La seule chose qui nous reste à intégrer, c'est dl. Et comme tout à l'heure, dl, c'est la longueur de l'élément infinitésimal qu'il y a là. Fait que nous, si on fait l'intégrale de tous les dl, ça va juste donner L. Ça va juste donner la longueur totale de notre anneau, qui est égale à 2πr, tout simplement. Okay. Donc encore une fois, on se retrouve avec quelque chose qui est très très facile à intégrer. C'est quasiment juste des constantes qu'on a sorties, puis intégrer des L, ça donne juste la longueur totale, qui est la circonférence. Donc on obtient ça comme formule une fois qu'on simplifie. 2πr, ça va se simplifier en partie avec 4πr carré. Il va nous rester un 2 au dénominateur, puis il va rester un r qui ne sera pas annulé. Donc ça donne cette équation-là, qui est finalement assez simple.
Ok. Ça, c'est le module du champ magnétique qui est généré par une boucle de courant en un point sur son axe, ok, sur l'axe de l'anneau, là, qui passe par l'axe central de l'anneau. N'importe quel point P qui passe sur cet axe-là, on est capable de calculer facilement là, le module du champ magnétique qu'il va y avoir. Ok. Puis juste en passant, là, les deux formules qu'on vient de trouver là, sont tout à fait compatibles. Okay? Vous allez voir que tout est logique parce que ça, c'est une formule qui est un peu plus générale, si vous voulez, qui fonctionne pour n'importe quel point situé le long de l'axe central de notre anneau. Okay? Alors que ça ici, c'était uniquement pour le point central, le point qui est vraiment situé exactement au centre là, de l'anneau. Okay? Mais vous allez voir que les deux formules sont compatibles, parce que si on prend cette équation-là, puis on dit ça c'est l'équation qui marche pour n'importe quel point qui est sur l'axe de l'anneau, okay? Si en particulier on se place au point P, au point central, okay? Ben regardez ce qui arrive, c'est que si on se place au point central, là, ben pour le point ici qui est au point central, c'est comme si on avait un angle alpha qui était égal à 90 degrés. Okay? Et ce qui arrive, c'est que si on prend notre formule générale, et qu'on remplace alpha par 90 degrés, on va avoir sin cube de 90 degrés. Sin 90 degrés, ça donne 1. 1 exposant 3, ça donne 1. Donc on retombe avec mu0i sur 2r, qui est justement l'équation qu'on avait trouvée tout à l'heure pour le champ magnétique produit au point central, au point C. Okay. Fait que ça vous montre que tout est logique, tout est cohérent. Si on prend l'équation générale, puis qu'on se met dans le cas particulier où l'angle alpha égale 90 degrés, on retrouve la réponse, la formule qu'on avait trouvée tout à l'heure. Okay. Donc voilà, fait que tout est logique, tout est beau, tout est cohérent. Okay. Maintenant, les formules qu'on a ici, c'est les formules qu'on a développées là, pour trouver les champs magnétiques quand on a une boucle de courant, une seule boucle de courant. Okay. Mais qu'est-ce qui arrive si on prend du fil, puis on l'enroule, puis on forme plusieurs tours, hein, plusieurs boucles de courant. Okay. Ben là, ça dépend. Comment vous allez enrouler votre fil, de quelle manière vous allez l'enrouler, puis ça va être quoi les caractéristiques de votre enroulement de fil. Okay. Il y a deux choses. Il y a deux. C'est quand vous enroulez du fil, là, ça entre dans une de ces deux catégories-là. Okay. Ça peut donner ce qu'on appelle une bobine à spire superposée. Okay. Une spire, en passant, là, pour un fil conducteur, ça veut juste dire que c'est un tour de fil. Okay. Fait qu'on peut appeler ça un anneau, on peut appeler ça une boucle de courant, on peut appeler ça un tour de fil. Tout ça, là, on peut appeler ça une spire aussi. Okay. C'est tous des synonymes. Okay. Fait que si on dit une bobine à spire superposée, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça, c'en est un exemple visuel d'une bobine à spire superposée. C'est quand vous avez enroulé du fil, okay, et que on peut considérer que toutes les spires de fil, tous les tours de fil sont pratiquement là, au même endroit. Okay. Ils sont superposés l'une par-dessus l'autre. Okay. Donc ça se produit quand on peut considérer que le H est beaucoup plus petit que le R. H, ce serait comme l'épaisseur ici là, de votre enroulement de fil, et R, c'est le rayon des cercles là, qui sont formés. Okay. Fait que si la distance H est beaucoup plus petite que la distance R, on peut donc supposer que en approximation là, que tous les anneaux, toutes les spires sont situés pas mal au même endroit. Okay. C'est sûr que le fil a une certaine épaisseur, fait que je ne veux pas y avoir une certaine épaisseur H ici, mais si H est beaucoup plus petit que R, on peut approximer que toutes les spires se trouvent pas mal au même endroit. Okay. Ça va être le cas facile, parce qu'on va seulement prendre des formules qu'on connaît, puis qu'on va les multiplier par le nombre de tours de fil qu'on a. Okay. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait enrouler notre fil pour que ça ressemble à quelque chose comme ça. Okay. Donc ça, on ne peut pas considérer que tous les anneaux sont situés au même endroit. Okay. Et à ce moment-là, ça, on appelle ça un solénoïde. Ça va être un petit peu plus compliqué à traiter, mais on va le traiter ensemble à la section 4.9, donc dans la prochaine section. Donc ici, vous voyez par exemple que si vous arrivez à un moment donné où ce que H est à peu près de la même taille que R, ou même dans le cas ici là, où H est plus grand que R. Hein. R ici, ce serait le rayon des anneaux. Et H, ce serait comme l'épaisseur de votre enroulement, qui serait quelque chose comme ça. Fait que vous voyez, si vous avez H plus grand que R, on peut pas parler là, de bobines à spire superposées parce qu'on voit que les bobines sont vraiment pas situées au même endroit.
Fait que ça, comme je dis, c'est la section 4.9 qu'on va traiter ça. Okay. Mais dans la section 4.8, pour l'instant, on va juste se limiter là, à des trucs qui sont des bobines à spire superposées, donc quand H est beaucoup plus petit que R. Quand vous avez une bobine à spire superposée, comment ça fonctionne? C'est qu'on peut supposer tout simplement que toutes les spires se trouvent approximativement là, au même endroit. Elles sont vraiment juste superposées les unes par-dessus les autres. Et on sait que chaque bobine complète, là, chaque spire complète produit ce champ magnétique-là. Fait que si vous faites par exemple, comme dans l'exemple ici, 3 spires, hein, puis que vous savez que chaque spire fait ça, ben, le champ magnétique total qui va être produit, là, c'est juste la formule qu'on connaît multipliée par le nombre de spires. Okay? Donc si vous faites 5 spires, ben, ça va être ça fois 5. Si vous faites 12 spires, ben, ça va produire ça ici fois 12. Donc on peut juste multiplier par n, n étant le nombre de spires qu'on a fait. Okay? Ça fonctionne tout aussi bien pour la formule la formule générale avec un point P qui est situé quelque part le long de l'axe. Okay? Et ça fonctionne aussi pour le point qui était central. Okay? Fait qu'on fait juste prendre la formule qu'on connaît et on la multiplie par le nombre de spires. Ça fonctionne quand on a des bobines à spires superposées, comme dans le cas qui est ici. Okay. Là, on a parlé de nombre complet de spires. Okay? Un nombre entier. Fait que je vous ai dit là, comme 3 tours complets, 5 tours complets, 12 tours complets. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on fait des fractions de tours? Si on fait là une demi-spire ou un quart de spire, un tiers de spire, qu'est-ce qui arrive avec ça? Est-ce qu'on peut juste prendre la formule puis multiplier par la fraction qui nous intéresse? Ben là, c'est un petit peu plus compliqué. Okay? La réponse est presque oui, mais pas tout à fait. Pas pour les deux cas, il faut faire attention. Okay? Ce qui arrive, c'est que si on a le point C, le point qui est vraiment situé exactement au centre de l'anneau, là ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Okay? On sait qu'un spire au complet, ça fait ce champ magnétique-là. Okay? Si on fait une certaine fraction de tour que j'ai appelée F, là, fait que F ça peut être une demi, un quart, un tiers, peu importe. Donc ici on a illustré un demi-tour, donc F serait égal à une demi dans ce cas-ci. Si on fait juste un demi-tour, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on aurait exactement la moitié moins d'éléments là, dB, que si on faisait le tour au complet. Et on sait que quand on est exactement situé au centre, chaque élément dB, là, chaque élément dL dans notre fil va produire un élément dB qui pointe vers le haut. Donc il n'y a pas de problème. Là. Si on fait un demi-tour, par exemple, ben, on va sommer 2 fois moins d'éléments dL, donc ça va donner 2 fois moins d'éléments dB. Donc ce que ça va donner comme réponse, ça va juste donner une demi fois l'équation de un tour complet. Okay. Fait que pour le point central, il n'y a aucun problème. Si vous faites un demi-tour, la réponse, ça va être ça fois une demi. Si vous faites un tiers de tour, la réponse, ça va être ça fois un tiers. Fait que pour le point qui est situé au centre, il n'y en a pas de problème. On prend la formule générale, on multiplie par la fraction, et voilà, on a la réponse. Okay. Là où il faut faire attention, c'est le point P. Okay. Le point P, c'est un point qui est situé quelque part le long de l'axe central, okay, mais il n'est pas exactement au centre de l'anneau, il est à un point, ben, il est à une distance quelconque. Okay. Et rappelez-vous, ce qui est arrivé tout à l'heure, c'est que on avait dit que quand on regarde chaque élément dL, ça allait produire là, un champ magnétique qui allait être un peu en diagonale comme ça. Et ce qu'on avait dit, c'est que si on fait l'intégrale de tout l'anneau au complet, toute la spire au complet, ben là on s'est rendu compte que tous les petits champs magnétiques en diagonale, là, quand on allait les décomposer, on avait conclu que tous les éléments en X allaient s'annuler puis qu'il allait juste rester les éléments en Y. Okay? Ça, c'est vrai si vous intégrez sur tout l'anneau au complet. Si vous n'intégrez pas sur tout l'anneau au complet, ben là, c'est pas vrai que toutes les composantes en X vont s'annuler, il va en rester qui ne s'annulera pas. Fait que, conclusion, votre vecteur champ magnétique, il va même pas pointer vers le haut, il va pointer un peu en diagonale. Okay? Et là, ça serait beaucoup plus compliqué à calculer, okay? Parce que les composantes en X ne s'annuleraient pas. Et là, ça dépendrait vraiment de quelle fraction de tour que vous faites. Et ça se ferait, là, mais ça serait beaucoup plus compliqué à calculer. Puis en fait, on vous le demandera jamais. On vous demandera jamais de faire ça. Okay? Parce que ce serait un petit peu trop compliqué. Donc, c'est ça la subtilité, c'est que quand vous vous mettez à faire des fractions de tours, on peut vous le demander si on vous demande de calculer le champ magnétique qui passe par le centre d'un anneau, parce que ça se fait. Okay? Vous prenez la formule du champ magnétique, vous la multipliez par la fraction, ça va marcher. Mais si le point, c'est un point qui n'est pas au centre de l'anneau, mais qui est le long d'un axe, ça, ben, on ne vous le demandera jamais.
Okay? Parce que ce serait trop compliqué à calculer, à cause que là, c'est pas toutes les composantes en X là, qui s'annuleraient. Okay? Donc c'est ça l'idée. Quand c'est des nombres de tours complets, il n'y a pas de problème, que vous soyez pour le point P ou pour le point C, parce que c'est des tours complets. Donc là, les composantes en X vont toutes s'annuler. Mais si c'est pas des tours complets, c'est des fractions de tours, des demi-tours, des quarts de tours, des choses comme ça, ben là, le truc de multiplier par la fraction de tours, ça marche seulement quand vous avez le point qui est au centre exact là, de votre anneau. Pour le point P ici, ça ne marcherait pas. Okay. Voilà, fait qu'on a fait toute la théorie de la section 4.8. Fait qu'on a vu toutes les formules possibles et imaginables. Okay? Ça, c'est quand les formules qu'on a développées quand vous avez un seul anneau. On sait quoi faire quand on a plusieurs anneaux. On sait quoi faire quand on a des fractions d'anneaux. Fait qu'on a vraiment on a vraiment vu tout ce qu'il y avait à voir dans la section 4.8. Okay? Donc, juste en terminant, si on regarde des exemples de résolution de problèmes concrets qu'on peut faire avec ça, mais par exemple, la situation 4. On vous dit, voici un morceau de fil qui a une forme un peu bizarre. Il y a comme des demi-cercles avec des segments de droite. Là. Il y a un courant qui passe dedans, dans le sens qui est indiqué ici. Fait que globalement, ça tourne dans le sens anti-horaire, on pourrait dire. C'est un courant de 2 ampères. On connaît déjà le module du courant, on connaît les dimensions ici, et on vous demande de trouver c'est quoi le champ magnétique total qui est produit au point P. Okay. Donc ça, vous avez un objet qui est un petit peu complexe. Fait que ce qu'on peut faire toujours, c'est décomposer ça en plusieurs morceaux. Fait qu'on pourrait voir ça comme un morceau de fil droit ici, le segment DA. Après ça, on a un demi-cercle comme ça, qui est le segment, disons, AB. Après ça, on a un autre morceau de fil droit entre BC, puis un autre demi-cercle entre le segment CD. Okay. Fait qu'on a 4 morceaux de fil différents. C'est des fils qui sont soit des morceaux de fil droit, si on a des équations pour calculer les champs magnétiques de ça, ou des fils qui sont des demi-cercles, donc qui sont des portions, des fractions de spire, c'est des demi-spires. Et ça aussi, on a une équation pour le calculer. Okay. Fait que, techniquement, ce qu'il faudrait faire, c'est diviser ça en 4 morceaux, calculer le champ magnétique individuel qui est produit par chacun de ces 4 morceaux-là, et tout additionner ça ensemble pour avoir le champ magnétique total qui est produit au point P. Okay. Ici, c'est relativement simple parce qu'on a 4 morceaux, comme j'ai dit, mais tout de suite en partant, il y a 2 des 4 morceaux, les 2 petits morceaux de fil ici, qu'on sait tout de suite qu'au point P, ils ne produiront pas de champ magnétique. Okay. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà vu que quand vous avez un fil électrique, là, un fil droit, un morceau de fil droit, ben ça ne produit pas de champ magnétique ni devant lui, ni derrière lui. Ça ne produit pas de champ magnétique sur l'axe du fil. Ça en produit juste quand vous êtes là avec un certain angle sur les côtés du fil. Okay. Fait que ça veut dire que le segment BC, il produit aucun champ magnétique au point P. Le segment DA, il produit aucun champ magnétique au point P. Fait que déjà, on peut dire que ces deux segments de fil-là font un champ magnétique qui est égal à 0. Fait que la seule chose qui nous reste à calculer, c'est le champ magnétique qui est produit par les deux demi-cercles qu'on a là. C'est une application directe de la formule qu'on a développée ici. Là, le point P est situé exactement au centre des anneaux. Fait qu'il n'est pas le long d'un axe. Il est vraiment exactement au centre. Fait que c'est cette formule-là qu'on utilise. Okay. Et pour cette formule-là, on a le droit de multiplier par des nombres fractionnaires, là, par des fractions d'anneaux. Okay. Donc on pourrait commencer par exemple par le segment AB. Donc le segment AB, on applique la formule. Fait que c'est 1 demi-tour fois mu0i sur 2r. La distance r qu'on va utiliser, c'est le rayon de cet anneau-là. Fait que c'est le rayon de 20 cm qu'on transforme en système international, donc 0,2 m. Okay. Si on calcule ça, ça nous donne un champ magnétique qui a un module de 3,14 fois 10 à la moins 6 Tesla. Et si on applique la règle à main droite, fait qu'avec vos doigts, là, reproduisez le sens d'enroulement du courant, qui est un enroulement, si vous voulez, là, anti-horaire. Okay. Ça va vous donner au point P un pouce qui sort de l'écran. Fait que ce demi-cercle-là, ici, là, le demi-cercle AB, fait du champ magnétique qui sort de l'écran et qui vaut 3,14 fois 10 à la moins 6 Tesla. Okay. Maintenant, si on regarde le segment CD, ben là, lui, ce que ça va faire, c'est que si vous regardez là, le sens d'enroulement avec vos doigts, là, si vous tournez vos doigts dans ce sens-là, vous allez voir que votre pouce il va entrer dans l'écran. Donc ici, ça va être du champ magnétique qui va entrer dans l'écran. Et pour calculer le module, mais encore une fois, c'est la fraction fois ça. Donc là, c'est un demi-tour, donc une fraction de 1/2. Et ce demi-cercle-là, il y a un rayon de 10 cm, donc de 0,1 m. Okay. Et quand on calcule, ça fait 6,28 fois 10 à la moins 6 Tesla qui entre dans l'écran. Okay. Donc, si on fait la somme
de ces deux choses-là, ben on voit que ce chiffre-là est plus grand que lui. Fait qu'il y a plus de champs magnétiques qui entrent dans l'écran que de champs magnétiques qui sortent de l'écran. Donc on pourrait dire si on fait ce chiffre-là, puis qu'on soustrait ce chiffre-là, il va nous rester quand même un chiffre positif, là, qui va nous rester 3.14 fois 10 à la moins 16 qui va entrer dans l'écran. Okay. Ici c'était facile parce que vous aviez juste deux choses à additionner. Okay? Une qui rentre, une qui sort, puis vous le savez qu'elle qui rentre était plus grande qu'elle qui sortait. Fait que c'est sûr que le total allait donner quelque chose qui rentre. Okay? Mais si vous avez 3, 4, 5 choses à additionner ensemble, là, un truc que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous décider là, de faire une convention de signes. Vous pouvez dire, là, ben moi je décide que, je sais pas, mettons, là, tout ce qui sort de mon écran, je vais attribuer un signe négatif à ça. Puis tout ce qui entre dans mon écran, je vais décider que c'est un signe positif. Okay. Donc ici, là, on pourrait considérer que ça c'est plus 6.28 fois 10 à moins 6 Tesla. Et ça, on pourrait considérer que c'est moins 3.14 fois 10 à moins 6 Tesla. Puis qu'on additionne ces deux choses-là ensemble, si vous faites le plus 6.28 fois 10 moins 6, moins 3.14 fois 10 moins 6, ça va vous donner un chiffre qui est positif. Ça va vous donner plus 3.14 10 à moins 6. Puis là, selon votre convention de signe, ça donne un chiffre de positif, ça veut dire que c'est quelque chose qui sort de l'écran. Okay. Fait que ça, c'est un truc que vous pouvez faire. Ça n'a peut-être pas la peine de faire ça vu qu'il y en avait juste deux. On voyait clairement lequel des deux était plus grand, fait qu'on savait tout de suite notre champ total allait pointer dans quelle direction. Mais c'est ça, quand vous en avez plusieurs additionnés, parfois ça peut être utile de se faire une petite convention de signe, là, comme je viens d'expliquer. Okay. Donc ça, c'était la situation 4 que vous avez dans votre livre. Okay. Puis, c'est ça, juste regarder vite avec vous là, quelques exemples qui sont dans la liste d'exercices suggérés. Vous allez voir que ça se ressemble. Je veux juste vous montrer que ça va se faire quand même assez facilement. Donc, l'exercice 4.8.4, c'est pratiquement la même chose qu'on vient de faire. Okay. La différence, c'est qu'ici, on avait des demi-tours, mais dans la situation, dans l'exercice 4.8.4, vous voyez que vos cercles ici, ce sont des quarts de tour. Okay. Les dimensions sont légèrement différentes, les rayons des cercles, mais ça c'est pas mal, ça ressemble énormément. Okay. L'exercice 4.8.5, vous voyez, c'est un fil électrique qui arrive comme ça. Là, il fait une boucle et il continue par la suite. Okay. On vous demande de trouver le champ magnétique total qui est produit au point P. Fait que ça, vous pouvez voir ça dans votre tête comme deux choses. Hein. Vous pouvez voir que c'est l'équivalent d'avoir un anneau complet, une spire complète. Okay. Et ça ici, c'est un fil qui serait infini. Okay. Donc, c'est deux objets séparés. Séparés-là en deux. Fait que calculer d'abord c'est quoi le champ magnétique qui est produit par un point P, au point central, là, par un anneau. Okay. Ça, c'est l'équation. C'est l'équation de la section 4.8 qu'on vient de voir. Et l'équation là, produite pour un champ, un très long fil, on l'a déjà vu dans les sections précédentes, dans la section 4.6. Fait que vous calculez les deux trucs séparément, vous les additionnez, ça va fonctionner. Okay. Puis ici, la 4.8.8 que je vais vous montrer aussi, on vous demande de calculer le champ magnétique total produit au point P. Fait que là, comment vous pouvez voir ça? Vous pouvez séparer ça en trois objets. Vous pouvez dire que c'est un demi-cercle, comme ça. Là, vous connaissez la formule pour le calculer. Et ça, on dit que ce sont deux fils semi-infinis. Fait que c'est comme si ce fil-là allait là, très loin jusqu'à l'infini. Et ce fil-là aussi allait très loin jusqu'à l'infini. Okay. Ça, vous pourrez le faire là, si vous regardez la section 4.7. Okay. On avait développé une formule là, avec des angles, là, la différence avec des sinus de alpha là, pour trouver le champ magnétique produit par des fils. Donc on pourrait se servir de ça. Fait que ça, on aurait comme trois objets différents. Fait qu'il faudrait calculer le champ magnétique produit par l'objet 1, plus le champ magnétique produit par l'objet 2, plus le champ magnétique produit par l'objet 3, et là ça va vous donner votre résultat total. Okay. Fait que c'est juste pour vous rappeler l'idée, comme une espèce de principe de base, que quand vous avez un objet qui est un petit peu compliqué, okay, vous pouvez toujours dans votre tête le diviser en plusieurs petits objets simples pour lesquels vous connaissez des formules pour calculer les champs magnétiques. Et après ça, vous faites le principe de superposition. Vous additionnez ensemble tous les champs magnétiques produits par tous les petits morceaux de l'objet et ça va vous donner le champ magnétique total que l'objet va avoir produit. Okay. Donc, voilà pour la section 4.8. Okay. C'est ça. Fait que ça, c'est pour les anneaux. Puis dans la prochaine section, on verra comment se comporte le champ magnétique qui est produit par un solénoïde. Donc, c'est un petit peu plus compliqué, mais on va y arriver. On va faire une petite intégrale, puis on va trouver des équations, comme dans cette section-ci. Donc voilà, bonne journée et à la prochaine!